Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. De la tension à Yavuz Selim de Saint-Louis. Le gouverneur ordonne l'arrêt immédiat des activités pédagogiques. La police à pied d'œuvre pour fermer l'école et déloger les enseignants. Le PCA du groupe demande au gouverneur d'arrêter ses manœuvres. Cette grève illimitée à l'hôpital de la paix de Ziguinchor, en mouvement depuis le 8 septembre dernier, le personnel a décidé de se radicaliser. L'opposition pose ses conditions suite à l'appel du tout nouveau ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Mamadou Diop Decroix et compagnie réclament la nomination d'une personne neutre pour organiser les élections et la libération de Khalifa Sall. Une pétition internationale pour permettre à Lamine Diack de bénéficier de sa liberté de mouvement et rejoindre sa famille à Dakar. Une initiative du collectif pour Lamine Diack. Le point focal, Mamadou Koumé sera notre invité dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Yavuz Selim, sans lui, le gouverneur ordonne l'arrêt immédiat des activités pédagogiques. La police était sur les lieux pour fermer l'école et déloger les enseignants. Sur place, Madiambal Diagne, le président du conseil d'administration du groupe Yavuz Selim, s'y oppose et demande au gouverneur de la région d'arrêter immédiatement ces manœuvres. Selon eux, le dossier est toujours devant la justice. Je propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et de hauts fonctionnaires, notamment du gouverneur de Saint-Louis. Depuis 2 jours, notre école fait l'objet d'un harcèlement incessant de la part du gouverneur, qui nous envoie des policiers à chaque fois qui cherchent à déloger notre personnel et à déloger les enseignants pour interrompre l'activité de notre école. Nous sommes venus pour élever la plus forte protestation, pour dire que le gouverneur de Saint-Louis est dans l'illégalité en agissant de la sorte. Il n'a aucun droit, il n'a aucun pouvoir pour agir de la sorte et nous ne l'accepterons pas. Nous voudrons le mettre en garde et mettre en garde les autorités de l'État que nous sommes fermes. Cette grève est limitée à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Les travailleurs de l'hôpital, après avoir arboré des brassards rouges depuis le 8 septembre dernier sans succès, ils se sont radicalisés en changeant de stratégie. Le directeur de cet établissement de santé a répondu de son côté point par point à leurs différents griefs. Les détails avec Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Il est 11h à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Ces chaises sont d'habitude occupées à pareil moment, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. En voici les raisons. Le mouvement a démarré depuis le 8 septembre. Ça a commencé par un port de brassard rouge. L'autorité n'a pas réagi et donc aujourd'hui nous avons carrément décrété un mot d'ordre de 24 heures renouvelable. La réponse du directeur de l'hôpital. La semaine dernière, je les avais conviés à une rencontre pour qu'on discute de la situation globale de l'hôpital. Cette rencontre a été boudée. Ils ont dit qu'ils préfèrent plutôt qu'on discute de leur plateforme revendicative. Alors que l'objectif, c'était de leur présenter la situation de l'hôpital. Mais ce n'est pas tout. Depuis novembre 2016, l'hôpital n'a rien versé pour ce qui est de l'IPRES et puis également pour ce qui est de la caisse de sécurité sociale. C'est des situations qui peuvent arriver. Si par exemple il est prévu de mobiliser une ressource à un temps T, si à ce temps T-là la ressource n'est pas mobilisée, nécessairement il y aura un gap par rapport aux charges. L'étanchéité également, vous savez ici nous sommes en période d'hivernage, quand il pleut, les locaux sont impraticables. Mais maintenant pour l'étanchéité dont il parle, l'hôpital n'a pas encore fait l'objet de réception définitive. L'environnement, vous voyez, tout l'hôpital, tout est vert. Nous aimons bien la verdure, mais on voudrait que l'hôpital soit déshervé. C'est un chantier de l'État. L'État avait mis la priorité sur l'achèvement des bâtiments. C'est la voirie, l'éclairage, tout ça, c'est des marchés qui relèvent de la tutelle. Ça doit faire l'objet d'un autre marché. Le marché est conduit au niveau de la tutelle. La pharmacie fonctionne, mais également beaucoup de ruptures y sont notées. Au niveau du labo, même une numération formule sanguine, ce n'est pas disponible. C'est un examen très banal en laboratoire. Ça, on a fait un approvisionnement, pas plus tard que vendredi, on a fait un approvisionnement en réactifs et en médicaments. Donc les indemnités des gens, rien n'a été payé. Et dans tout cela, aucune explication n'a été fournie. Pour le retard dans le versement des primes, c'est des situations qui arrivent parfois et à chaque fois, on parvient à combler le gap.
Les syndicalistes rencontrent le directeur de l'hôpital de la Paix pendant plusieurs heures. Les Ziguinchorois espèrent que l'issue de cette rencontre leur sera favorable. Dengueler, c'est dans la commune de Ndiayen Sirakh, département de Thiès. Les populations ont marché ce matin pour réclamer de l'eau. L'unique forage est en panne, l'électricité aussi et en poste de santé parmi les vieilles doléances de ces populations. Les détails avec Chiranta Diop et Seylatir. Du fait d'une voie chaotique presque impraticable, nous avons emprunté plusieurs détours pour accéder au village de Ndengler, une contrée de la commune de Ndiayen Sirakh. Ndengler, les populations sont sorties en masse. Arborant des foulards rouges, elles ont marché pour manifester leur colère. Le village n'a ni eau, ni électricité, encore moins d'infrastructures sociales de base. Les piliers de l'émergence ne sont pas présents ou sont presque rares au niveau du village, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, mais aussi la santé et l'éducation des jeunes. Le forage ne peut pas alimenter 37 villages. Donc on a besoin de l'eau. Donc parfois, les femmes se réveillent à 2 h du matin pour pouvoir avoir de l'eau. L'eau qui est une denrée précieuse, en Ndengler devient une denrée rare. Dans cette contrée de la commune de Ndiayen Sirakh, les populations vivent l'enfer, la route est chaotique, dégageant une poussière rougeâtre. La maladie la plus fréquente au village de Ndengler, ce sont les quintes de tout. C'est une route principale qui quitte Khombol jusqu'à Ndiaganyao. Mais le maire avait dit qu'il avait demandé au président de la République de bitumer la route. À ce problème s'ajoute l'équation de l'évacuation des malades. L'unique poste de santé se trouve à 5 km du village. Les femmes, pour se faire soigner, doivent faire 3 km pour aller à Ndiayen Sirakh ou 5 km pour aller à Kaba. La mairie est sollicitée par les populations, mais un adjoint du maire explique que l'institution municipale n'a pas les moyens de sa politique. À Tivaouane-Peulh, les victimes de démolition de leur maison du mois d'avril dernier, rue dans les brancards. Face à la presse, elles ont annoncé une grève de la faim le week-end prochain afin que justice soit faite. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Pape Ndiaye, interrogé par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Nous avions été délogés de nos maisons. Notre maire, Papis Diop, au-delà du préfet de la ville de Rufisque, nous interpellons directement le président Macky Sall. Et nous, victimes de Tivaouane-Peulh, tenons fermement à lui dire que le Sénégal ne peut pas émerger si une partie de sa population émerge la rue. Ce que nous comptons faire dans les jours à venir, c'est quoi? C'est que nous voulons mener une grève de faim. Grève de faim qui n'aura pas de limite tant que l'État ou bien les autorités n'ont pas pris des mesures par rapport à notre situation. Ils nous ont jetés dans les rouages d'un terrible engrenage. Ce que nous n'allons pas accepter. Nous allons mobiliser toutes nos forces et saisir la justice. Le colonel de la DESCO, celui qui a donné l'ordre pour que les gendarmes et le démolisseur viennent démolir nos maisons. Donc nous comptons lui donner une sommation interpellative directe pour qu'il réponde de ses actes. Le mouvement d'alerte sur les intérêts de Ngaye et les artisans des différentes filières fustigent ce qu'ils qualifient de gestion non transparente du nouveau village artisanal construit par le chef de l'État. Ces artisans estiment qu'ils ont porté plainte contre le président de la Chambre de métiers de Thiès. Là-dessus, nous écoutons les explications de l'un d'eux. Il s'appelle Khatab Keye, interrogé par Cheikh Anta Diop et Seylatia. Le 22 décembre 2014, le président de la République, M. Macky Sall, avait présidé la célébration de la journée nationale de l'artisanat ici à Ngaye Mékhé. Et à la suite de cette journée, il y a eu des retombées en termes de projets, notamment le financement de 2 projets d'équipement des artisans de Mékhé pour un montant de 200 millions. Et également la réalisation du SECA, qui est le site d'exposition et de commercialisation artisanale. Mais il s'est trouvé que dans la mise en œuvre de ces financements, il y a eu des manquements et ce que nous pouvons considérer comme étant des malversations. Et nous nous sommes rendus compte que dans la réalisation de ce projet, nous avons demandé à ce que la Chambre de métiers implique les acteurs locaux, notamment les artisans. Et lorsque, après avoir interpellé les autorités pour une implication en termes de mise en place de comités de suivi des acteurs, pour qu'il y ait une transparence dans la mise en œuvre de ce projet, il nous a opposé un niet catégorique. Nous avons pris soin
alors de lui servir une sommation interpellative. Et n'ayant pas obtenu satisfaction sur ces réponses, nous avons porté plainte. Donc une plainte a été servie à monsieur le président de la Chambre des métiers par le mouvement d'alerte et de veille sur les intérêts de Ngaye Mékhé pour que justice soit faite en termes de transparence sur la réalisation de ce projet. En politique à présent, l'opposition réagit à l'appel d'Ali Ngouille Ndiaye, tout nouveau ministre de l'Intérieur, et met deux conditions sur la table, à savoir la nomination d'une personne neutre pour organiser les élections et la libération de Khalifa Sall. Certains de ses membres l'ont confié à nos reporters Mambiram Diouf et Mohamed Dian, un élément certainement que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Le nouveau ministre de la fonction publique décline sa feuille de route et pointe du doigt les lenteurs administratives dans la carrière des fonctionnaires. Maria Massar a effectué sa toute première sortie à Kaolack où elle a été accueillie en grande pompe par ses partisans. Là également, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, retenez que l'association des juristes sénégalaises dénonce la violation flagrante de la loi numéro 2010-11 du 28 mai 2010 portant parité absolue hommes-femmes dans les instances électives et de son secret d'application lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. L'AJS déplore fortement cette non-conformité à la loi et invite au respect de la parité au moment de la mise en place des commissions de travail et l'installation parlementaire. L'AJS lance un appel solennel pour l'application des lois de la République, seul gage de l'état de droit, fait à Dakar le 19 septembre 2017. La Ligue démocratique traverse des difficultés mais garde la foi pour un avenir flamboyant. Moussa Sarr s'est exprimé sur la reconduction de Khoudiambaye dans le gouvernement et l'existence d'un mouvement au sein de leur parti. Les détails dans cet élément signé Cheikh Hassan Affal et Modou Diop. La reconduction de Khoudiambaye dans le nouveau gouvernement contrarie l'instance dirigeante de la Ligue démocratique. Pour le porte-parole de la LD, cette décision du président va à l'encontre des intérêts du parti. Nous avions opté pour que nos deux camarades qui sont élus sur les listes de Benno Bokk Yakaar restent à l'Assemblée nationale. Nous l'avions également fait savoir à M. le Président de la République. Mais à la formation du gouvernement, nous avons vu que notre camarade Khoudiambaye a été reconduite au ministère chargé de la promotion des investissements. Ce n'est pas ça notre option. Et nous attendons de rencontrer M. le Président de la République pour discuter avec lui de cette décision qui consiste à nommer notre camarade au gouvernement et à nous priver d'un poste de député à l'Assemblée nationale. La naissance d'un mouvement dissident au sein de la LD, un autre souci. Et pour ce qui concerne ce problème de la création d'un mouvement au sein de notre parti, nous sommes très clairs. À l'heure actuelle, au regard des statuts et du règlement intérieur, la Ligue démocratique ne prévoit pas dans ses textes la mise en place d'un mouvement ou d'un courant. Et ce mouvement-là, au regard de nos textes, est illégal. L'implosion de Benno Bokk Yakaar, Moussa Sarr n'y croit pas, mais donne des conseils pour la consolidation de la coalition. Depuis 2012, chaque mois, on prévoit que Benno Bokk Yakaar va éclater. Et jusqu'ici, Benno Bokk Yakaar n'a pas éclaté. Au contraire, Benno Bokk Yakaar se donne toujours les moyens de trouver les solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Et j'insiste sur une idée. Si Benno Bokk Yakaar veut se renforcer, Benno Bokk Yakaar doit renforcer les alliés. Le porte-parole de la Ligue démocratique constate l'instabilité au sein de son parti, mais garde espoir pour un avenir radieux. La Ligue démocratique en ce moment ne se porte pas bien parce qu'elle est traversée par une crise. Mais il y a des crises qui sont salutaires et j'espère que cette crise-là sera une crise salutaire. Nous allons nous donner les moyens pour trouver les meilleures solutions et permettre au parti d'aller de l'avant.
Un monde d'économie fin d'une mission de revue au Sénégal du Fonds monétaire international, des perspectives macroéconomiques favorables pour 2018, entre autres observations faites par la mission. Pour le chef de la mission, beaucoup de progrès ont été notés dans les réformes économiques. Ali Mansour, chef de la mission, indique par ailleurs que la croissance économique reste solide au-dessus des 6%. Les détails avec Aminata Mbaresso et Modou Diop. Cette mission de revue du Fonds monétaire international au Sénégal attribue de bons points à notre pays. Ainsi, le chef de la mission indique que les perspectives macroéconomiques sont favorables pour 2018. Il y a eu beaucoup de progrès avec les réformes économiques et ce n'est pas seulement nous qui le voyons. Comme vous êtes au courant, grâce à l'amélioration de la situation macro-fiscale qui a été accompli par le gouvernement avec le soutien du fonds sous l'instrument de soutien aux politiques économiques. Quand le gouvernement est allé sur le marché pour des euro-dollars plus tôt cette année, non seulement ils ont eu 8 fois plus d'offres que leur demande de financement, mais en plus de ça, ils ont eu des taux d'intérêt favorables inférieurs à ce qu'ils ont eu avec leur premier euro-dollar. Entre autres observations faites par le chef de la mission au Sénégal, une bonne tendance dans l'évolution de la croissance économique qui reste au-dessus du 6%. La croissance économique demeure forte, elle dépasse 6% pour la 3e année consécutive. Par ailleurs, la mission a signalé l'augmentation notée dans la dette publique, une dette publique qui pourrait atteindre 30% en 2017. La dette est soutenable aujourd'hui. Toutefois, le service de la dette ces dernières années a augmenté d'une façon forte. Elle est passée de 24% des recettes de l'État à une projection d'environ 30% pour la fin de cette année, depuis 2014 à maintenant. Maintenant, le gouvernement est conscient que si ça continue, ça risque de coincer la capacité de l'État de financer le PSE, de financer le développement du Sénégal. Face à ces risques de plafonnement de la dette publique, le chef de la mission préconise, entre autres démarches, la suppression progressive des exonérations à faible incidence socio-économique, mais également la réduction des projets d'investissement du Trésor aux opérations budgétaires de l'année en cours. Migration, défense et sécurité, le thème choisi lors du séminaire organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Objectif favoriser une meilleure prise en charge du lieu entre les questions migratoires et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Là-dessus, nous écoutons le général Maïsseignan de la gendarmerie nationale, interrogé par Fatiga. Là où il y a des problèmes de migration, se posent à côté des problèmes de sécurité. Et donc l'objet de ce séminaire était de regrouper tous les acteurs concernés pour adopter une démarche inclusive pour concilier la sécurité et la migration. Donc j'ai dit que nos États ont pris toutes les dispositions pour encadrer les flux migratoires de manière à ce que ça n'impacte pas trop sur la défense et la sécurité des États. La collaboration elle est régionale, elle est bilatérale, elle est régionale même, elle est même africaine parce qu'il y a des politiques au niveau de l'Union africaine sur la gestion des frontières, au niveau de la CEDEAO également, et même au niveau de la zone IOMOA également. Il y a donc des politiques concertées pour prendre en charge le phénomène migratoire en tenant compte de ses impacts négatifs sur la sécurité et la défense. Passation de service entre Mambaïnian et ses successeurs. L'ancien ministre de la Jeunesse passe le témoin à Pape Gorguindong à la Jeunesse et Abdoulaye Diop à l'Emploi. Le nouveau ministre du Tourisme demande à ses remplaçants d'essayer de traduire la vision du chef de l'État en acte. Mambaïnian se dit conscient du chantier qui l'attend au département du tourisme. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Chertidiane Dion et Diafaraba. Vous avez la responsabilité de prouver à cette jeunesse qu'elle n'a pas le droit d'avoir peur, que demain est prometteur.
par des alchimies, des personnes veulent parvenir à semer le doute au niveau de la jeunesse, en leur faisant croire que nous allons affronter des lendemains difficiles. Ce pays ne peut pas être producteur de pétrole dans 3 ans, producteur de gaz dans 2 ans et demi et être confronté à des difficultés liées au chômage. Les perspectives sont bonnes. Je ne dis pas que tout est rose, les perspectives sont bonnes. Des passations de services folkloriques en phénomène récurrent, c'était le cas ce matin au ministère de la Jeunesse. Militants et sympathisants ont envahi les lieux pour assurer l'animation. Chertiyan Dion, Gafaraba. Passation de services aux allures de meeting, nous sommes sur les 2 voies de Liberté 6, l'axe complètement envahi par des militants et sympathisants de l'APR, parti au pouvoir. Nous allons rester ici. Nous allons attendre que notre ministre sorte pour le féliciter et pour lui montrer qu'il a abattu un travail considérable. Nous allons l'honorer ainsi de notre présence. Difficile de se frayer un chemin pour avoir accès à l'immeuble devant abriter la cérémonie. Devant cette porte, les entrées sont filtrées. Il y a des passations de services qui ne drainent pas beaucoup de monde. C'est parce que tout simplement, ces ministres n'ont aucune base politique. Mambaignan et Pape Gorgindong, 2 jeunes dynamiques, très engagés. C'est tout à fait normal qu'amis et sympathisants viennent les soutenir. Ce matin, nombreux sont des militants et sympathisants qui ont envahi le ministère de la Jeunesse comme s'il s'était passé le mot. Ceux et celles qui sont arrivés après 9 heures sont restés bloqués devant le portail. Je vous l'annonçais tout à l'heure, l'opposition qui réagit à l'appel d'Aly Ngouille Ndiaye et met 2 conditions sur la table, à savoir la nomination d'une personne neutre pour organiser les élections et la libération de Khalifa Sall. Certains de ses membres l'ont confié à nos reporters Mam Biram Diouf et Mohamed Dia. Il se veut clair, oui, pour évaluer les dernières législatives, soutient le secrétaire général d'AJPADS, membre de la coalition gagnante Ouattou Sénégal. S'il appelle à une évaluation des élections, on répond. Mais l'affaire du dialogue, ça dépasse l'évaluation des élections. Ça, c'est du ressort du président de la République. Cependant, point de discussion, si l'organisation des élections n'est pas confiée à une autorité neutre. Nous exigeons une autorité consensuelle pour organiser les prochaines élections au Sénégal. C'est clair que c'est ça. Après tout ce qu'on a vu, nous sommes là, nous sommes des Sénégalais. 50 milliards ont été dépensés pour faire un fichier électoral. Vous avez 2 700 000 sur les 6 200 000 qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. À Touba, vous avez 261 000 inscrits et seulement 60 000 qui ont voté. Voilà les problèmes que nous avons rencontrés et d'autres, y compris à Dakar. Nous aurons vraiment souhaité avoir un ministre de l'Intérieur neutre, comme ça a été le cas du temps de Diouf. Mais aujourd'hui, si on nous balance aussi un ministre qui a une coloration politique, nous constatons. Mais ce que nous demandons, c'est qu'au-delà de toute préoccupation politique, que l'intérêt du Sénégal puisse prévaloir. Le dialogue souhaité par le nouveau ministre de l'Intérieur passe d'abord, ajoute Banda Diop, par la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous pensons que tout dialogue devrait commencer par la libération du maire de Dakar, parce que c'est un acteur politique et c'est le député maire, n'est-ce pas, que nous sommes choisis au niveau de l'hémicycle. Déjà, il y a eu des soucis par rapport à son installation jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous exigeons, n'est-ce pas, sa libération, d'abord comme première condition pour aller dans un dialogue fécond. Pour le moment, le dialogue bute sur plusieurs points. L'opposition comme le pouvoir semble camper sur ses positions. Nous parlons de toute autre chose avec la commémoration du Guli Getcha Diamalai qui va bien démarrer ce mercredi 20 septembre. Les organisateurs ont mis en place un dispositif adéquat et ce à tous les niveaux pour un bon déroulement du Magal. Les détails avec Aïssatou Paye et Papfal.
Tout est fin prêt pour la commémoration du Yuli Gueye. Assurance du président du comité préparatoire lors du CRD en prélude à ce grand événement. Aujourd'hui, nous avons tenu en présence du préfet, de toute son équipe, du sous-préfet et du préfet des Almadies, donc un comité régional de développement, mais sur le terrain pratique, pour voir un peu ce qui a été fait, les engagements, si les engagements ont été tenus par les services concernés. Et nous avons remarqué effectivement que pratiquement à 80% ou je dirais à 70%, les engagements ont été tenus. Maintenant, il reste de faire un suivi par rapport aux autres engagements et les services qui sont là, notamment l'AGEROUTE et l'ONAS, ont promis quand même de les réaliser dans les plus brefs délais. Un plan de circulation adapté aux besoins même des populations. Une large communication a été faite sur ce plan pour essayer de sensibiliser les citoyens sur les risques ou sur les désagréments inévitables que cela pourrait causer. Mais on pense que ce plan-là pourrait permettre d'accéder au site sans pour autant causer des désagréments aux voisins. Du 20 au 21 septembre, tous les chemins mèneront vers Djamalai. Lancement officiel du programme relatif au développement, au changement climatique plutôt et aux énergies durables subventionnées à hauteur de 80%. Et à hauteur de 525 millions de francs CFA par l'Union européenne. Et 2 villes vont en bénéficier, Guédiawaye et Pikine, où la cérémonie d'ouverture s'est déroulée. Là-dessus, nous écoutons le maire Abdoulaye Timbo qui revient sur les détails au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Profitez de cette occasion que vous m'offrez pour remercier l'Union européenne. L'Union européenne qui nous a permis de commencer aujourd'hui le lancement officiel de ces 3 composantes du programme qui a été subventionné à 80% par l'Union européenne à hauteur de 525 millions. 525 millions qui constituent les 80% du programme de ce projet relatif au changement climatique et aux énergies durables. Nous remercions l'Union européenne pour cette subvention accordée à la ville de Pikine, à la ville de Guédiawaye et à la commune de Pikine Nord, parce que ce sont ces 3 entités-là qui, autour de la ville de Pikine, qui est l'entité demanderesse, ont soumis une requête à ce financement de l'Union européenne qui nous a été accordé. Donc c'est une occasion pour nous vraiment de remercier l'Union européenne au nom de l'ensemble de ces 2 villes, la ville de Guédiawaye et la ville de Pikine. La 3e composante étant une composante d'autonomisation solaire. Cette autonomisation solaire permettra effectivement la solarisation des établissements scolaires. Et sur ce programme de 2 ans, il y aura 2 lycées à Pikine et à Guédiawaye qui vont effectivement bénéficier de ce financement de l'Union européenne et de la contribution des villes pour effectivement solariser ces 2 structures scolaires. Les bibliothèques attirent de moins en moins de visiteurs. La faute à Internet et aux outils de lecture électronique qui dament le pion aux livres en papier. Selon le responsable de la bibliothèque du Centre culturel Blaise Senghor, la solution est d'adapter l'offre aux nouveaux défis technologiques, mais encore faut-il que l'État y mette les moyens. Un reportage signé Moussa Ngom et Tierno Laurent Mendy. Des dizaines de rangées d'ouvrages de toute taille, de tout genre et pour tous les goûts, mais une salle de lecture quasiment déserte en cette période de vacances. Par rapport à certaines années en arrière, la fréquentation a un peu baissé parce qu'avant on avait beaucoup plus de monde qui fréquentait la bibliothèque. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain recul. Si le faible engouement pour la lecture reste un débat, la baisse d'attractivité du livre en papier est une évidence qui trouve une explication surtout chez les bibliothécaires. Les gens lisent toujours, mais lisent autre chose, n'est-ce pas? Avant, peut-être, il y avait pour seule possibilité de lire que d'aller dans les bibliothèques et lire. Aujourd'hui, on a d'autres possibilités, on a d'autres supports qui ne sont pas seulement les livres. Ils peuvent lire autre chose à travers Internet, à travers l'informatique, les ordinateurs. La principale option qui s'offre aux bibliothèques est sans doute leur adaptation aux nouvelles réalités technologiques. C'est à eux de trouver d'autres systèmes pour attirer les jeunes. Comme lesquels? Bon, amener des tablettes, installer des tablettes
Comme ça, les jeunes y trouveront leur compte. C'est aux bibliothèques de s'adapter, comme j'ai l'habitude de le dire. Les jeunes de maintenant, ils sont plus intéressés par l'Internet et par les autres supports qui peuvent exister. Donc c'est aux bibliothèques de leur donner cette possibilité-là en faisant évoluer un peu leur fonds. Ne pas seulement avoir un fonds à support papier, mais intégrer les documents audiovisuels à l'intérieur des bibliothèques, intégrer l'Internet dans les bibliothèques. Mais encore faut-il relever l'autre défi qui est celui des moyens. Malheureusement, nous, on n'a pas encore les moyens de proposer ce genre de support-là aux utilisateurs. Donc on souhaiterait que l'État puisse mettre à notre disposition plus de moyens pour qu'on puisse offrir cette possibilité-là aux usagers. Un changement de modèle qui semble être un impératif à l'heure actuelle. Vu la tendance à la baisse de leur fréquentation, il est bien à craindre une disparition du paysage urbain pour les bibliothèques dakaroises. Moussa Ngom, le reportage du jour à présent qui s'intéresse à la cohabitation entre charretiers et automobilistes dans la circulation. Des charretiers qui pour la plupart viennent à Dakar pour travailler en attendant les récoltes. Des rapports souvent tendus entre ces usagers de la route, nous disent nos reporters Ibou Diouf et Mohamed Dia. À Dakar, dans beaucoup de coins de la ville, ces charrettes sont visibles. Un moyen de transport qui fait partie du décor. La motivation de trouver le pain quotidien est bien là, mais les réalités du terrain se dressent parfois en obstacle. Après avoir terminé les travaux champêtres, nous sommes ici à Dakar pour gagner notre vie. Nous attendons la période des récoltes. Nous cherchons de l'argent avec nos charrettes. Se déplacer en ville n'est pas chose aisée, surtout en charrette. Des charretiers qui font l'objet d'attaques de la part des automobilistes. Ce n'est pas facile de travailler aux côtés des automobilistes. Ils nous reprochent d'occuper leur voie. Il y a même des chauffeurs de taxi qui nous insultent, mais nous essayons de gérer la situation. Il faut comprendre qu'ils sont des Sénégalais qui travaillent. C'est vrai que les taximens n'aiment pas trop s'arrêter, mais après tout, nous sommes obligés de faire avec. Une présence dans le trafic qui impose la cohabitation, charretiers et automobilistes, ils sont condamnés à vivre ensemble. Nous ne payons pas de taxes et nous demandons au président de la République de nous soutenir pour gagner notre vie. De charretiers à Dakar, on fait pas inédit. En attendant un retour au village pour les travaux champêtres, automobilistes et charretiers sont condamnés à vivre ensemble dans un trafic souvent très dense.